Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, pendant qu'on avait presque tous les yeux braqués sur l'Iran, après le Venezuela et le Groenland, un truc assez incroyable s'est dessiné à Davos et ça commence à peine à sortir des coulisses. Donc, lors du dernier forum économique mondial à Davos, Trump a signé la charte de son fameux Conseil de paix, le Board of Peace, entre guillemets qu'il tease depuis la guerre des 12 jours de l'été dernier et qui était revenu sur la table avec la crise de Gaza. Enfin bref, Trump est en train d'imposer brique par brique un nouvel ordre mondial et face à ça, deux réactions possibles se dessinent. Suivre le mouvement, refuser et s'en tenir au droit international. C'est d'ailleurs pour ça qu'on conclura cette vidéo par une étude de cas de deux réactions très différentes. Celle du Maroc, qui a accepté d'entrer dans la dynamique, et celle de l'Algérie, qui, elle, s'accroche à une logique différente de respect strict des règles internationales. Nous dirige-t-on vers un monde où la force prime définitivement sur le droit, ou bien existe-t-il encore des voies pour un monde plus équilibré, plus juste? Mais juste avant de commencer, et avant que j'oublie, pense à liker, commenter, partager, t'abonner aussi pour ne rien rater. Ici, on échange, on débat et comme on dit, ben, de la discussion jaillit la lumière. Donc les amis, oui, à Davos, lors du fameux World Economic Forum, le Board of Peace a été mis en place par Donald Trump. Donc c'est un genre de conseil de paix où en fait Trump, il s'arroge le droit de décider d'un peu de tout. Donc il a quasi les pleins pouvoirs. Il peut inviter d'autres chefs d'État, il peut révoquer, sauf si il y a un veto par les deux tiers des États membres, donc il faut le faire quand même. Et il a un droit de regard sur tous les votes, lui, sa petite personne, tout seul. Et donc tu peux dès maintenant être État membre si tu réponds à son invitation, en tant qu'État évidemment, pas toi qui m'écoutes derrière ton écran. Mais pour l'être plus de 3 ans, il faut que, il me semble, la première année, tu payes déjà 1 milliard de dollars. Donc, c'est un peu un rétablissement du sens pour ceux qui connaissent le suffrage censitaire. Tu t'arroges des privilèges, tu t'arroges des droits comme le droit de vote ou le droit de siéger, mais en échange d'argent. Voilà, si t'as pas assez, ben c'est tant pis pour toi. Et donc Trump, il a invité de nombreux pays, dont bon nombre ont répondu présent. Certains ont refusé, hein. Des pays de l'Union européenne, par exemple, comme la France. Bon, oui, la France, on connaît maintenant, hein, on sait de quoi il en retourne avec Macron et ceux qui lui ressemblent. Il fait mine d'être contre, il veut jouer les gros bras, etc. Mais voilà, il n'a servi à rien concernant le Groenland, faut pas se leurrer. Le Mercosur, pendant que tout le monde justement avait les yeux braqués sur le Groenland et désormais l'Iran, le Mercosur, là, il passe en douce, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà, je crois que Van der Leyen, elle a signé. Après, il faut que ce soit signé ensuite par le Parlement européen, mais déjà, hein, on a déjà franchi une grosse étape. La Commission européenne, elle signe. Donc voilà, enfin, c'est pathétique, c'est pathétique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à l'heure actuelle, avec la stratégie diplomatique de Trump, parce que oui, il n'est pas fou, et non, derrière ces actes se cache une réelle stratégie, il y a une négation du droit international, ainsi qu'une réaffirmation d'une diplomatie de la force. D'accord? Il n'est pas vraiment isolationniste comme beaucoup l'ont cru, malgré la réactivation de la doctrine Monroe du 19e siècle. Attention, c'est un autre contexte désormais. Les États-Unis n'étaient pas première puissance mondiale à l'époque. Aujourd'hui, c'est le cas. Et voilà, il y a des affirmations continentales qui perdurent, de la doctrine Monroe à la doctrine Donroe actuelle, c'est-à-dire la doctrine Monroe adaptée au XXIe siècle. Mais il y a aussi l'enjeu, comme je le dis toujours, de guerre froide économique, technologique et monétaire avec la Chine et les BRICS. Il est là le réel antagonisme. Tu vois, dans mes dernières vidéos, je t'expliquais qu'il n'y a pas de réel axe de la résistance en parlant de l'Iran et du fait que, bon, certes, il y a l'alliance avec la Russie, la Chine, mais ce n'est pas l'alliance fantasmée par certains. Elle n'est pas telle que certains la fantasment. Non, c'est une alliance de circonstances
Parce que oui, il y a un axe qui se dessine, mais cet axe, c'est pas un axe de la résistance, c'est l'axe des émergents, d'accord? Dont les BRICS sont les principaux représentants. Alors les BRICS, ils s'entendent pas sur grand-chose en réalité, mais par contre, ils se sont tous mis d'accord pour un fait en particulier et de la plus haute importance, c'est dédollariser l'économie mondiale. Et justement, face à cela, on a une résurgence, si tu veux, une réaffirmation de la puissance américaine. C'est ça qui se trame en fond. Et d'ailleurs, au passage, si tu veux en savoir plus sur les enjeux économiques, monétaires, sur la finance, sur les marchés, il y a ma chaîne justement Crypto et Bourse. Tu as le lien de mon dernier podcast en commentaire épinglé, pardon, notamment sur les conséquences de ce qui se passe en Iran, bref. Donc voilà, désormais avec le Board of Peace, on le dit clairement, c'est les grands qui commandent. Trump ne veut plus s'embêter avec la contrainte du droit international, avec l'Organisation des Nations Unies, et ainsi de suite. Voilà, donc finalement, accepter cela, c'est d'une certaine manière accepter oh là là, pardon. L'extraterritorialisation du droit américain. Ok. On prend l'exemple de Maduro, qui s'est fait capturer il n'y a pas longtemps. Maduro, donc, il n'est pas jugé à la Cour pénale internationale. Et Dieu sait que j'ai des réserves sur la Cour pénale internationale. C'est une organisation où on incrimine uniquement les chefs tiers-mondistes. Hein, il n'y a jamais de chefs occidentaux qui se font incriminer là-bas, de chefs atlantistes, on va dire des pays du Nord, tu vois, pour ne pas cibler uniquement les occidentaux. De toute façon, quand je dis occidentaux, je parle des dirigeants des pays, je parle pas des peuples, ok, qu'on s'entende bien. Mais c'est jamais des dirigeants des pays du Nord. Et Dieu sait qu'il y en a des criminels dans les pays du Nord. Mais non, c'est toujours des pays du Sud, du tiers-monde, dont on va juger les dirigeants, qui méritent sans doute de l'être. Hein. Après, voilà, je sais pas. Mais déjà, j'ai des réserves sur la CPI, mais au moins, ça reste quand même basé sur le droit international, qui est perfectible. Évidemment que le système onusien est on ne peut plus perfectible. Mais là, voir Maduro jugé directement à New York, embarqué par la brigade anti-drogue des États-Unis, là, je me rappelle même plus du nom. C'est c'est totalement lunaire. Donc voilà, rejoindre son conseil de la paix à Trump, quelque part, c'est rejoindre son camp et se montrer d'accord avec ça. Et là, justement, j'en viens à mon étude de cas. À travers deux exemples différents, on aurait pu en prendre d'autres, mais c'est un exemple que j'aime bien, qui illustre pas mal de choses en réalité. Donc celui du Maroc et de l'Algérie. Donc d'un côté, on a le Maroc qui, dès l'annonce de Trump qu'il allait parler de son conseil de paix à Davos, a tout de suite proposé de le rejoindre. Et voilà, ça s'explique par le fait que de toute façon, le Maroc n'a pas une position très droit international friendly, on va dire, pour employer un anglicisme, vu que les anglicismes sont à la mode désormais. Le Maroc a normalisé avec Israël, qui est un pays quand même qui contrevient très souvent, hein, pour ne pas dire quasi tout le temps, au droit international avec ce qui se passe en Palestine. Euh, donc voilà, le Conseil de paix, je vois pas quelle paix il instaurera. Je ne vois pas spécialement ce que ça apportera de plus avec l'ONU. Ça imposera peut-être une vision de la paix, comme ce qui s'est passé à Gaza après le 7 octobre 2025, je parle. Là, le 7 octobre dernier. On sait bien qu'il n'y a pas vraiment de paix entre Israël et la Palestine, ce n'est qu'une trêve. Déjà, il y a des premières exactions qui ont repris, mais voilà, c'est une fausse paix, c'est très défavorable à un camp et on ne peut plus favorable à un autre camp. Il n'y a pas vraiment de réel équilibre, et ça, en règle générale, ça appelle à d'autres guerres par la suite. Donc, voilà, ça, le roi Mohamed VI, je pense qu'il le sait très bien. Et en fait, ce genre de positionnement, ça masque en fait un positionnement, un parti pris, qu'on le veuille ou non, pro-Israël, sous des airs de vouloir réconcilier tout le monde et sous des airs de vouloir, oui,
se montrer quand même pour la Palestine parce que nous, au moins, on va négocier avec leurs ennemis. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Et là-dessus, quand même, j'aurais un petit message à dire à certains youtubeurs marocains pro-Marzen qui voilà, affichent un positionnement très pro-palestinien à chaque fois, mais quand il s'agit de critiquer ce que fait le roi, le volte-face, la normalisation avec Israël, etc., je parle même pas du Sahara occidental. Et je vais même pas parler de ça. Juste critiquer le roi pour certaines choses. Là, tout de suite, il n'y a plus personne. Là, tout de suite, c'est non, le roi, il a raison, c'est de la faute de l'Algérie, c'est toujours à cause de l'Algérie, quand tu les écoutes. Pour moi, c'est hypocrite. Et en parlant de l'Algérie, l'Algérie, elle, s'en tient à son positionnement de rester fidèle au droit international, pro-palestinien, ce qui est logique, ça va avec, vu que le droit international est du côté de la Palestine. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était perfectible. Mais il y a quand même des bons côtés. Tout n'est pas à jeter dans le système qui a été mis en place. Et je ne vois pas en quoi le Board of Peace va changer quoi que ce soit, à part empirer, à part aggraver certaines situations. Et donc, l'Algérie reste fidèle à sa tradition légaliste et anticolonialiste. Donc, elle a hérité de la guerre d'Algérie, qui avait déjà mis en place une diplomatie avant même que l'État algérien ne soit un État à proprement parler. Le mouvement de libération, le FLN, menait déjà sa propre diplomatie. Et donc voilà, ça en fait un pays qui est voilà, un exemple de pays qui refuse ce genre de basculement. C'est un pays qui a pour tradition le légalisme et la non-ingérence dans les affaires internes de chaque pays. On s'en tient aux accords, on s'en tient aux droits. D'un autre côté, on a les pays qui donnent le primat au règne de la force face au respect du droit international. Le Maroc a une volonté d'expansion. On sait qu'il y a un plan de Grand Maroc. Ils ont annexé le Sahara occidental. C'est pas spécialement basé sur le respect du droit international. Le droit international qui donne raison aux Sahraouis, hein, justement, pour leur indépendance. Ils devraient avoir droit à un référendum. Le Maroc veut imposer son plan à lui. Et finalement, c'est logique. C'est logique que le Maroc se rattache à ce que fait actuellement Trump. Et à travers cet exemple de l'Algérie et du Maroc, ça illustre bien, justement, les deux grandes tendances qui se dessinent de plus en plus. Donc voilà les amis, c'était pour marquer le coup. Donc on est samedi, je vais te poser ça demain, dimanche. Comme ça tu pourras regarder ça tranquillement. En attendant que la semaine reprenne. Comme ça tu vas pas trop déprimer en fin de week-end. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter aussi. Donnez votre avis, hein, que vous soyez d'accord ou pas avec ce que fait Trump. Hum, Moi j'aime le débat. Donc retrouvez-moi sur toutes mes chaînes. Samus, c'est G Maximus, car oui, maintenant, je suis un pirate, hein, pour ceux qui ont la ref. Samus, G Max Invest, pour ceux qui aiment tout ce qui est finance, crypto-monnaie, bourse, etc. Il y a mon Twitter. Allez, j'arrête de t'embêter. Ciao, ciao, bye bye.